Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition des Masterclass de l'excellence commerciale. Je suis Roland Massenet et c'est un grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Comme d'habitude, dans 30 minutes, vous êtes libre, votre temps est précieux et nous nous tenons à cet horaire rigoureux. L'agenda aujourd'hui, c'est une invitée exceptionnelle, c'est Alexia de Bernardi. Alexia, bonjour. Bonjour à tous, ravi d'être là. Bonjour Roland. Eh bien, bienvenue dans ces masterclass de l'excellence commerciale. Vous êtes, comme d'habitude, formidable, hein. Vous êtes 546 inscrits aujourd'hui. Merci encore de votre fidélité. Les masterclass de l'excellence commerciale sont sponsorisés par Incentive. Alors, Incentive, c'est une entreprise française basée à Paris. Les outils d'animation de la performance ont peu évolué. On a maintenant un écart de plus en plus important entre les applications mobiles qu'on a au quotidien pour relever les défis de courir un marathon ou d'apprendre une nouvelle langue, et puis les outils que les managers utilisent avec de l'Excel et des emails comme principaux moyens de communication, surtout à distance. Et il y a un vrai risque pour les managers de ne plus réussir à engager le peloton dans les transformations en cours. Et ce risque, c'est que la performance de l'équipe se dégrade progressivement et une perte des talents. Et pour répondre à ces risques, Incentive a été créé comme une application mobile d'accompagnement des transformations. Donc, c'est l'application de change management des équipes commerciales avec deux leviers, un levier autour de la motivation et un levier autour du progrès. Donc, on accompagne les managers dans leur rôle de coach dans ces transformations. On travaille aujourd'hui dans une vingtaine de pays, dans 9 langues, et on a contribué à faire gagner 250 millions d'euros de chiffre d'affaires à nos clients dans différents secteurs. Voilà, la page de publicité est terminée. Revenons à notre invité. Alexia, on est très très heureux de te recevoir aujourd'hui parce que ton credo, c'est l'engagement, et l'engagement aujourd'hui, on en a bien besoin. Et alors, je crois que tu avais une question à poser à nos auditeurs, un icebreaker à nous suggérer. Je te laisse la parole. Oui, merci Roland. Oui, effectivement, pour rentrer dans le vif du sujet, avant que tout le monde arrive et qu'on démarre les slides, j'aime bien faire un icebreaker et je vous invitais, comme nous allons parler d'engagement et de motivation, à voir quels étaient vos leviers de motivation quand vous étiez enfant et à partager dans le chat le métier que vous rêviez de faire quand vous étiez enfant. Je sais que souvent on est connecté avec des acrobates, des danseurs, des cuisiniers et voilà, c'est l'icebreaker pour démarrer avant de rentrer dans le vif de la présentation. Alors, vous avez dans l'interface GoToWebinar sur la droite, vous avez un chat dans lequel vous pouvez donner votre rêve d'enfant, votre métier rêve d'enfant. On aura l'occasion de le recommander un peu plus tard. Alors pour commencer, Alexia, pour parler d'enjeux, les compétences clés aujourd'hui ont beaucoup évolué. Je crois que le World Economic Forum a fait une étude assez détaillée sur ces compétences clés. Est-ce que tu peux nous en parler, Alexia? Oui, tout à fait. Alors, c'est effectivement, alors peut-être surprenant pour certains. Il y a en fait 10 compétences clés qui ont été recensées par le World Economic Forum. Alors, réfléchissons 30 secondes. Quelles pourraient être ces compétences clés qui vont s'afficher à l'écran? Je vous invite à vous questionner. Alors, en fait, on va se rendre compte en les voyant, juste sur la page suivante, qu'elles sont très variées. Je vous invite à regarder rapidement les thématiques. Donc, ce sont bien les compétences clés pour être un manager 2020. Donc, on a de la créativité, l'esprit d'équipe, de la négociation. Ça vous parle bien, la flexibilité. Et alors, ce qui est surprenant peut-être, c'est que finalement, dans ces 10 compétences clés, il y en a 9 sur 10 qui ont un point commun. C'est que ce ne sont pas des hard skills, c'est-à-dire des compétences techniques. Peut-être que la première compétence est une compétence technique, mais toutes les autres sont des compétences qu'on va appeler comportementales, donc des soft skills.
Alors, on se rend même compte en regardant, voilà, le management, l'esprit d'équipe, l'intelligence émotionnelle, que finalement, 9 compétences clés de 2020 impliquent notre relation avec les autres. Donc ça, c'est un enseignement particulier, vraiment particulièrement important, c'est-à-dire notre capacité à créer du lien, à créer de la relation, de l'interaction, à partager, à se comprendre, sont vraiment la compétence clé. Alors, ce qui est encore plus fort, alors si aujourd'hui vous êtes surtout dans le domaine commercial, pour vous, c'est peut-être pas une surprise. Mais ce qui est encore plus fort, et c'est le message clé de ce matin, c'est que le cœur de l'engagement, c'est aussi ces compétences comportementales. C'est pas juste des compétences clés en vous disant bon bah très bien, so what. C'est en fait le cœur de l'engagement, c'est le moteur de l'engagement, et c'est le thème de mon livre qui, d'ailleurs, pour la petite anecdote, a été réédité récemment chez Marabout avec la version rose complète. Le moteur de l'engagement, c'est la qualité de nos interactions que l'on a avec nos N+1, nos N-1, mais aussi avec nos clients, nos fournisseurs. Ça consiste à aller chercher des qualités cachées, aller chercher des points communs, partager des émotions, voilà, donner du feedback. On dit aussi que finalement, si on veut résumer toutes ces compétences clés et ce moteur d'engagement, on dit aussi créer du lien. Alors personnellement, je trouve ce mot un peu psy, mais c'est vraiment ça, c'est créer du lien, et ça a plein de vertus. Dans le livre Moteur d'engagement, il y a 30 pages dédiées à ces vertus, donc on ne va pas forcément les détailler toutes ce matin, mais peut-être passer à 2-3 chiffres clés. Oui, est-ce que justement, on a des preuves, on a des enquêtes qui prouvent l'impact, parce que on peut dire la bienveillance, l'esprit positif, tout ça, c'est bien et tout le monde est d'accord, mais est-ce que c'est utile? Pourquoi est-ce qu'il faut investir du temps dans la qualité de la relation? Est-ce qu'on a des chiffres, des analyses Alors sur oui, ça? justement. Alors, c'est pour ça que dans le bouquin, il y a vraiment, je crois, 30 pages sur le sujet, parce que l'objectif, c'est aussi que vous puissiez transmettre autour de vous ces chiffres clés. Peut-être on peut juste faire un focus sur 2-3 chiffres, notamment 70% pardon, de l'engagement. Alors ça, c'est vraiment, s'il y avait qu'un chiffre, prenez-le en photo, mettez, tweetez, partagez avec votre chef. 70% de l'engagement d'un collaborateur dépend de la qualité des interactions qu'il a avec son chef. 70%. C'est pas forcément la fiche de poste, c'est pas la qualité des vœux du président. 70%, c'est la qualité de l'interaction avec son chef. Donc ça, c'est valable, ça a été fait, c'est une étude mondiale qui est vraiment, c'est le chiffre clé à retenir. C'est vraiment que la qualité de l'interaction a un impact très fort. Et d'ailleurs, tout à l'heure, quand on passera aux questions, je pense que ce serait intéressant qu'on échange à ce sujet-là avec tous nos participants. C'est que finalement, on parle beaucoup aussi de la symétrie des intentions, en quoi ce qui est valable avec ses collaborateurs est valable également avec ses clients. Je pense que ce matin, pour vous tous, c'est un sujet très important. Et le patron du RAID disait que la négociation, c'est de l'empathie. Donc, on retombe aussi sur ces mêmes sujets. Donc, je pense que ce sera intéressant qu'on débatte sur ce point de la symétrie des intentions. Si ce 70%, il est aussi valable avec vos clients, finalement. Est-ce que 70% de l'engagement d'un client, c'est pas la qualité de la relation qu'on a avec lui? Alors les managers qui nous écoutent, les directeurs commerciaux qui nous écoutent, se disent tous, bah oui, c'est évident, la relation dans mon équipe, c'est clé. Finalement, est-ce que tout le monde est d'accord sur le niveau d'écoute et d'empathie qu'on reçoit dans un environnement professionnel? Alors ça, c'est un point assez fort, parce qu'effectivement, il y a un gros gap entre ce que pensent faire les managers et ce que ressentent réellement les collaborateurs. Parce que les managers, quand on les sonde, bien sûr, ils sont à l'écoute de leurs collaborateurs, et en fait, on se rend compte que je crois 82% des équipes disent que non, pas du tout. En fait, les managers ne sont pas, voilà. Donc 59% des managers disent bien sûr, j'écoute mes équipes, et en fait 82% des collaborateurs ne sont pas du tout d'accord. Donc ça questionne quand même ce point-là de notre posture, et dans quelle mesure on prend vraiment le temps de générer cette interaction avec nos équipes, puisque c'est ça qui les motive. Peut-être une dernière source Oui. sur ce sujet. Alors, on a vraiment, vous verrez dans le livre Moteur d'engagement, il y a beaucoup de sources. On s'est intéressé pas mal aux travaux de Google et de son projet Aristote. En fait, Google a beaucoup investi sur le sujet de qu'est-ce qu'une équipe performante. Et finalement, leur conclusion, c'est qu'une équipe performante,
c'est une équipe qui a cette capacité. Alors, il y en a qui disent que c'est une équipe dont les composantes sont gentilles. Enfin, c'est vraiment comme ça que c'est. Voilà. Mais si on veut utiliser des mots plus corporate, c'est le lien social. C'est-à-dire qu'ils ont découvert, ils ont conclu scientifiquement que le lien social, donc toujours ce même thématique des interactions, c'est le principal levier de l'intelligence humaine. Donc ça, c'est quand même très fort, surtout venant de Google. Alors ça avait été déjà impulsé par le monde de l'éducation, mais là, on est vraiment sur une autre échelle avec cette étude et ce projet Aristote. Et ce lien social, aujourd'hui, il est mis à mal. Hein. Il est mis à mal par la distanciation sociale, il est mis à mal par le home office, il est mis à mal par les statistiques qu'on entend. 73% des salariés veulent continuer à travailler en home office. Donc finalement, la théorie, là, elle va peut-être nous éclairer sur les moyens d'activer ce lien social dans ce management à distance. Alors, ce que j'aimerais maintenant, Alexia, c'est que tu nous parles un peu du framework que vous avez conçu, à la fois dans ton bouquin et avec tes équipes chez la WeBox, pour nous donner des pistes de réflexion sur comment améliorer notre management, nos postures de manager, pour renforcer ce lien social dans cette situation particulière d'un management à distance. Oui, tout à fait. Alors pour écrire le livre Moteur d'engagement, j'ai interviewé 250 personnes comme vous et moi. J'ai épluché une centaine de livres et j'en ai déduit cette méthodologie qui est empirique, exploratoire, intuitive, mais qui, avec maintenant plusieurs années de recul, fonctionne, puisque c'est une méthodologie que nous déployons au sein de l'expérience digitale de la WeBox. Effectivement, on en a déduit 12 leviers qui sont des leviers qui génèrent de l'engagement. Hein, ce sont des leviers à activer pour générer de l'engagement. Donc, dans le livre Moteur d'engagement, en fait, un chapitre égale un levier égale 30 actions à activer très concrètement avec des rituels en réunion, en one-to-one ou en gestion de projet. Bien comprendre que ce ne sont pas ce n'est pas un outil de mesure de l'engagement, comme il en existe beaucoup, mais un outil de mesure des leviers à activer. Voilà. Aussi également, juste bien préciser que l'idée est surtout pas de vouloir être copain avec tout le monde, c'est pas ça, mais de se poser la question de en quoi moi je génère de l'engagement autour de moi, en quoi mon équipe génère de l'engagement et mon entreprise génère de l'engagement. Et ce qui est super, alors peut-être qu'on peut regarder ces 12 leviers. Voilà. Ce qui est super, c'est que la bonne nouvelle, c'est que ça n'a rien d'inné. Hein, on n'est pas du tout dans le thème des tests de personnalité. On est dans une méthodologie qui se déploie grâce à des rituels, vos pratiques, votre capacité à aller générer ces 12 leviers autour de vous pour booster l'engagement de vos équipes, de vos clients et de vos supérieurs, pourquoi pas. Alors, on ne va pas tous les passer en revue, mais c'est notre capacité à véhiculer de la reconnaissance, notre capacité à autoriser la culture du droit à l'essai, notre capacité à garder ses joies simples, comme dans cet icebreaker de ce matin, l'équité et l'humilité qui est très importante, surtout en ce moment, notre capacité à générer de l'entraide. Donc, c'est vraiment toutes ces soft skills. Comment est-ce qu'on donne du sens au travail de chacun? Comment est-ce que je vais aller connaître vraiment ceux avec qui je travaille au-delà de quelques formules de politesse? Donc, ce sont vraiment derrière des bonnes pratiques très pragmatiques pour aller explorer tous ces leviers. Et alors, quelles sont les bonnes pratiques dont tu peux nous parler pour engager une large communauté? On a parmi nos auditeurs des directeurs commerciaux qui ont plusieurs centaines et pour certains plusieurs milliers de personnes dans leurs équipes, réparties un peu partout dans le monde. Quels sont les enseignements de toutes ces années de conseils et d'études et d'écriture de ton livre pour engager à distance une large communauté? Alors moi, ce qui m'a surprise, parce que j'ai rencontré des tout jeunes, des patrons du CAC 40, des hommes, des femmes en France, à l'international, j'ai vraiment rencontré tout type de profils. Et ce qui m'a tout de suite impressionné, c'est l'universalité de cette quête de chaleur humaine au travail. Et finalement, de se dire, et donc il y a vraiment voilà, une universalité de quête de tous ces 12 leviers. Et finalement, comment est-ce qu'on embarque un grand nombre de populations? Ben, il faut se dire qu'un grand groupe, c'est une somme de cellules avec des managers opérationnels d'équipe qui ont une vie quotidienne faite d'interactions simples,
au jour le jour entre le manager et ses équipes. Et donc finalement, pour un grand groupe, générer de l'engagement, c'est aller former ces managers de proximité, ces chefs de projet, à déployer à l'échelle de sa petite équipe des leviers qui génèrent de l'engagement. C'est vraiment à cette échelle de proximité. Nous, on n'est pas du tout favorable au grand raout, au grand soir et au grand séminaire qui impressionnent. Au contraire, on se rend compte que voilà, 70% de l'engagement, c'est la qualité de la relation avec mon chef. Donc, c'est pour ça que l'approche de la WeBox et du livre moteur d'engagement, c'est une approche bottom-up. Voilà, il faut vraiment aller petit à petit par contagion, générer de l'engagement à l'échelle de chaque petite équipe pour qu'ensuite ça fasse bouger tout un groupe. Alors, C'est clair, hein, tous les COMEX du CAC 40 ont aujourd'hui à leur agenda comment je rends mes managers autonomes, comment je fais en sorte que mes managers deviennent des meilleurs coachs. Ça rejoint tout à fait ce que tu nous dis, Alexia. voilà, donc c'est vrai que c'est aussi la vocation de la WeBox qui décline le moteur d'engagement en bonne pratique. Alors, vous voyez, par exemple, moi, on va prendre quelques exemples, je travaille beaucoup le levier de la connaissance des autres, et ça a été la posture pour écrire ce livre, c'est une posture basse, en se disant, ben, plutôt que d'aller étaler mon savoir, je vais aller questionner les autres. Je vais prendre le temps d'échanger sur nos points de vue en one-to-one. Je vais petit à petit ancrer une relation avec ces personnes. Je vais partager mes doutes. Je vais tenter de ne pas être infaillible. Je vais révéler mon humanité avec les petites choses qui font le sel de la vie. Voilà, on va faire un icebreaker sur le métier qu'on rêvait de faire quand on était petit. Et j'ai vu dans le chat, il y a des pépites. Donc, c'est aussi, par exemple, connaître les autres, c'est aussi mettre beaucoup de simplicité, rebondir sur une anecdote du quotidien, c'est mettre beaucoup de simplicité dans ces échanges. Je pense que ce qu'il faut retenir de cette approche, c'est que vous avez votre façon d'interagir. On a chacun nos qualités. Il faut se dire que les autres aussi attendent d'autres choses. Peut-être que c'est des leviers que vous n'avez pas activés. Et donc, la question, c'est comment, à distance ou pas d'ailleurs, je peux activer. Peut-être que moi, je ne suis pas très forte, par exemple, un tel en culture du droit à l'essai. Eh bien, je vais me prendre le chapitre, je vais me prendre des actions et puis je vais y aller. Voilà. Alors, on a envoyé le questionnaire à notre communauté et un certain nombre d'entre vous ont répondu. Merci de votre participation. Et voilà les résultats sur les leviers, d'engagement. Voilà, je te laisse les commenter, Alexia. Oui, alors ce qui est intéressant, c'est de pouvoir comparer en fait. Donc en bleu, vous avez effectivement les réponses qu'on a pu recevoir, et en orange, jaune, vert clair et vert foncé, on a les quartiles de l'ensemble de la population française, en tout cas des managers qu'on a pu tester via ce questionnaire. Donc là, la question qui était posée, c'est comment moi je génère tel et tel levier. Donc comment est-ce que je génère de la reconnaissance entre 1 et 5? Est-ce que oui, j'ai l'habitude d'aller exprimer ma reconnaissance à mes collaborateurs en expliquant pourquoi. Bravo, parce que tu as fait ceci, tu as fait cela. Et en orange jaune, on a donc les quartiles, ce qu'on appelle les quartiles des répondances, qui permet en fait aux entreprises de se positionner. Donc là, le questionnaire, on l'a fait en tant qu'individu. Comment vous pensez vous noter? Mais on peut aussi demander à une équipe de noter leur manager. Et on peut aussi régulièrement, on demande aux managers de noter leur entreprise. Donc c'est là aussi qu'on peut cartographier la culture d'une entreprise. Là, on se rend compte, par exemple, sur ce panel, alors, si on fait le tour un peu de l'horloge de ces 12 leviers, traditionnellement, les deux leviers qui ont les notes les plus faibles sont l'empathie, la capacité à effectivement rentrer dans les chaussures de l'autre et pour essayer de comprendre sa position. Voilà, sans doute aussi que c'est lié à notre course au temps. Hein. L'empathie, ça nécessite aussi du temps, d'aller détecter le non-verbal, les yeux qui se font des sourcils français. Le fait de prendre soin de soi, qui est également un levier qui est souvent moins bien noté. Alors, pourquoi se prendre soin de soi fait partie des leviers qui génèrent de l'engagement? Parce qu'en fait, avant de rentrer en contact avec les autres, c'est important déjà d'être bien soi-même. Sinon, en fait, dans la relation, ça ne fonctionne pas. Donc, parmi les bonnes surprises, c'est qu'effectivement, votre panel est au-dessus de la moyenne en termes de reconnaissance. Donc ça, c'est super parce que c'est vraiment le premier besoin. Je crois que 7 collaborateurs sur 10 en France sont en quête de reconnaissance.
Donc la reconnaissance, ça s'exprime que ce soit en live en réunion, dans les mails, dans l'affichage que vous pouvez faire dans les bureaux, dans les newsletters où vous faites parler vos équipes, dans la mise en avant que vous pouvez faire lors des réunions. La générosité, l'entraide, alors ça m'a surprise. C'est peut-être aussi parce qu'on a beaucoup un panel de commerciaux aujourd'hui, et donc vous avez l'habitude d'aller partager des conseils, partager des bonnes pratiques avec vos clients. Donc je pense que c'est plus naturel pour vous. Voilà. Et par contre, l'équité et l'humilité qui fait partie, où là vous êtes dans le dernier quartile. Donc, mais bon, pas de surprise, c'est souvent le cas. C'est pas évident à notre époque de faire preuve d'humilité en entreprise. Merci, merci Alexia. Alors, ce que je vous propose à tous, c'est une enquête. On a vu les leviers en tant que manager pour créer de l'engagement. Ce que je vous propose à tous, c'est de répondre à une enquête sur quel serait votre manager idéal. Et on a essayé de simplifier la question au maximum avec Alexia. Et donc, vous allez voir apparaître d'ici quelques instants une enquête voilà, sur quel serait votre manager idéal. Votre manager idéal aujourd'hui, vous qui êtes manager, qui êtes directeur commercial, est-ce que ça serait Aimé Jacquet? Est-ce que ce serait le Dalai Lama? Est-ce que ce serait Coluche? Ou est-ce que ce serait Steve Jobs? Steve Jobs. Et alors, pendant que les gens répondent, je voudrais te demander, Alexia, on parle beaucoup de moteur d'engagement, d'esprit positif, c'est bien, mais finalement, on est quand même dans un environnement complexe, dans une crise qui s'annonce difficile dans beaucoup d'industries. Est-ce que avoir une attitude trop positive, trop naïve, alors que les collaborateurs, eux, font face à des vraies incertitudes, des vraies interrogations, est-ce que ce contraste risque pas d'être contre-productif? Alors, donc ça dépend si on parle de bienveillance ou si on parle d'optimisme. C'est vrai que la bienveillance, c'est un peu comme la culture et la confiture, hein. Moins on l'incarne, plus on l'étale. L'optimisme, effectivement, il ne faut pas tomber dans les bisounours. On parle plus souvent d'opti-réalisme. Et en fait, plus globalement, je pense que les gens veulent de la sincérité, c'est-à-dire ni fake ni bullshit. Ils veulent de la simplicité, de l'humilité. Certes, c'est important d'être optimiste et c'est un des 12 leviers, c'est important d'être bienveillant, c'est un des 12 leviers, mais ça doit être contrebalancé par le fait de savoir partager ses erreurs, partager ses faiblesses, partager ses doutes. Je ne sais pas si vous savez qu'entre les vœux du président et la galette du CE, ben, les gens préfèrent souvent aller à la galette du CE parce que c'est bien plus sympa. Voilà, l'idée, c'est de partager dans le quotidien, dans la simplicité, c'est aller sur le terrain ensemble, éviter le côté ostentatoire des cadeaux de fin d'année, rentrer dans les rituels des gens. Voilà. Donc oui, bien sûr, c'est important d'être optimiste parce que une crise comme en ce moment, c'est aussi plein d'opportunités. C'est important de parler bienveillance, c'est fondamental. Mais au-delà de ça, je pense qu'il faut aussi beaucoup de sincérité. C'est surtout en ce moment, c'est très important. Alors, justement, là, on a vu du coup comment vous interagissez avec les autres en fonction de ces 12 leviers. On a vu que ces leviers, en fait, vous pouvez aussi les activer à l'échelle d'un grand groupe. Ce qui peut être intéressant, peut-être, c'est de décortiquer 3 pratiques pour rentrer un peu plus dans le détail. Je ne sais pas si on peut le faire maintenant. Avec joie, absolument, en attendant les résultats du sondage. Très bien. Parfait. On verra effectivement les résultats du sondage tout à l'heure. Alors, aujourd'hui, moi, je voulais vous partager les 3 best practices qui font partie des 365. Je pense que c'est important et c'est la démarche de la WeBox. Nous, on est très pragmatique, c'est concis, c'est concret et c'est maintenant. Donc, c'est 3 pratiques que je vous engage à faire dès la fin de ce webinaire. La première, c'est le feedback à chaud. C'est vrai que quand on est à distance comme en ce moment, c'est pas évident de se dire tiens, il faudra que je dise à Jean-Pierre quand je le croiserai dans les couloirs, allez, je vais lui proposer un café. Tiens, j'ai vu Micheline en réunion et j'en ai profité pour lui dire ça. Donc, quand on est sur un projet à distance, c'est très important de partager du feedback à chaud. Donc, pour ça, il faut aller le provoquer. C'est-à-dire que moi, je vous invite dans vos réunions
à inclure dans ces réunions un temps de feedback pour aller chercher ce feedback qui ne vient pas. Donc, ça consiste à poser des questions. On se dit, bah, si c'était à refaire ce projet, comment est-ce qu'on ferait? Ça peut consister à donner une note entre 1 et 5. Est-ce que cette réunion a été utile? Ça peut être d'aller choisir une image parmi voilà, pas mal de possibilités, ou des smileys, ou des votes, etc. Donc, c'est très important, première pratique, d'aller chercher le feedback et de tester différentes techniques pour aller le chercher. Deuxième bonne pratique à distance qui est très importante, c'est d'aller véhiculer sa reconnaissance. Encore une fois, quand on ne se voit pas, c'est pas évident d'aller transmettre ce bravo en toute simplicité. Les réunions à distance sont très cadrées, très préparées. Donc pour ça, nous, on a une technique à la WeBox, c'est de commencer vos réunions. Donc on a des feedbacks à chaud, c'est pour finir la réunion. Là, la reconnaissance, c'est pour commencer vos réunions par cette technique du bravo parce que pour, voilà. Donc, bravo pour, parce que, pardonnez-moi. Donc, bravo, alors c'est bravo, merci, je te félicite, je t'encourage, etc. Pour, bah pourquoi? Pour cette présentation, ta ponctualité, ta joie de vivre, les bons chiffres, etc. Donc, bravo pour. Parce que, mais en fait, c'est le parce que qui est très important, parce que c'est ça qui va faire comprendre à la personne que vous êtes vraiment reconnaissante. Parce que ça m'a aidé à être plus efficace, parce que grâce à toi, on est allé plus vite, parce que ça m'a mis en joie pour ma journée, etc. Donc, c'est bravo pour, parce que. Donc, ça, c'était la deuxième pratique, la reconnaissance. Et enfin, troisième bonne pratique indispensable en ce moment à distance, c'est de créer de la convivialité et créer de la relation aussi dans le cadre de nos réunions. Donc, c'est tout le jeu des icebreakers. Moi, au début, j'étais assez effrayée par les icebreakers. J'avais toujours peur qu'on me demande quelque chose de très intimidant, mais briser la glace par une question, un tour de table, une blague, etc. C'est important de s'entraîner à parler de tout et de rien pour faciliter la réunion qui va suivre après. Voilà. Donc ça, c'était mes 3 recos du jour. J'espère que c'est clair. Et puis peut-être on en reparlera via les questions du chat. Alors, on a les résultats du sondage. C'est juste extraordinaire. On a 35 répondants. 35 répondants. Et c'est une égalité parfaite. Le Dalai Lama, Steve Jobs et Aimé Jacquet. On va vous Il y a une le faire. erreur, c'est pas la bonne version là. Ah, désolé. C'est pour Désolé. ça. Alors C'est on pas va la bonne attendre. version. Alors on va attendre. Alors, On va attendre. Suspense. on va attendre. Très bien. Parce que c'est vrai que les 4 personnalités qu'on a choisies sont vraiment très complémentaires, hein, entre Aimé Jacquet qui dit c'est pas d'être en enfin c'est pas le maillot qui fait une équipe, c'est de transpirer ensemble. Voilà, ça c'est les citations d'Aimé Jacquet. Dalai Lama forcément plus dans l'introspection, l'humilité, la bienveillance. Coluche, on a voulu illustrer le levier des joies simples, hein, parce que c'est important de se marrer pour un certain nombre de personnes, c'est ça qui les motive. Et puis Steve Jobs, là, c'est l'antithèse de créer du lien, c'est vraiment juste peut-être la performance et la culture de l'action. Les résultats sont donc tout à fait en ligne avec ce que tu nous dis, Alexia, aujourd'hui. Ce qui est surprenant, alors on a 108 répondants. Merci de votre participation. Et le plus étonnant, et je veux vous publier les résultats, le plus étonnant, c'est que les gens n'ont pas envie de se marrer. Ah, mais ils ont pas non plus envie. Ah, c'est étonnant ça, parce que pourtant Coluche, avec les Restos du Cœur, il a fait des choses, hein. Ah oui, 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 oui. Aimé Jacquet, donc c'est vraiment l'esprit d'équipe, c'est le côté sportif. Allez, on va mouiller le maillot, on y va, ça y est, c'est parti. Ah oui, c'est intéressant. Intéressant. Je suis surprise par ces résultats, mais effectivement, je pense que l'aventure sportive qu'incarne Aimé Jacquet, c'est vraiment le sens de l'équipe. C'est on va vraiment y arriver ensemble. On retrousse les manches et ça y est, c'est parti. Donc, super. Il y a le Merci. sens de... Oui, mais merci à tous de répondre. Il y a le sens de l'équipe. Et puis en deuxième, le Dalai Lama. Alors ça, c'est une tendance que nous, on a vu chez Incentive très fortement pendant le confinement. On a des groupes chez Incentive qui se sont constitués pour se motiver, pour méditer tous les jours, hein, avec des parcours pendant 21 jours sur la méditation. Et c'est une tendance qu'on a vue pendant le confinement de fond, de se retrouver soi-même, de prendre du temps avec les gens qu'on aime le plus, avec sa famille, avec c'est très très proche.
Donc, il y a un certain recentrage. Et donc, je pense que les gens ont soif de sagesse, ont soif de se retrouver eux-mêmes et à travers leur environnement professionnel, de pouvoir grandir individuellement. Et là, on retrouve le rôle d'accompagnateur finalement du manager qui n'est pas simplement un directeur qui doit engager et faire agir, mais qui est aussi un révélateur de personnalité, un révélateur de talent. Oui, oui, puis ça incarne tout à fait ce qu'on disait tout à l'heure sur la quête de simplicité, ni fake ni bullshit. Là, on est vraiment complètement dedans. Alors, je vois que l'heure tourne. Peut-être que si j'avais une dernière chose à vous dire, c'est que finalement, qu'est-ce qu'une bonne pratique? Parce qu'on parle de voilà 365 bonnes pratiques. Finalement, il n'y a pas une bonne pratique universelle. Ce que j'avais envie de dire, c'est qu'une pratique qui est une bonne pratique, c'est une pratique qui marche pour vous dans votre situation. Donc, nous, avec la WeBox et le moteur d'engagement, on recense toutes ces pratiques. Ce qui est important, c'est de choisir peut-être une thématique où vous avez envie d'enclencher vos pratiques. Par exemple, se dire, ce mois-ci, je vais travailler mes réunions, comment je génère de l'engagement dans mes réunions. Et surtout, ce qui est important, c'est d'expérimenter chaque jour. C'est comme on dit, comme pour faire un régime, il faut déjà l'essayer 21 jours pour que ça s'ancre comme une habitude. Donc, c'est important de se lancer, d'expérimenter. Il y a des pratiques qui ne vous plairont pas. Il y en a d'autres où vous allez vous sentir à l'aise. Donc, il faut vraiment se jeter dans le grand bain. Un immense merci pour ces mots de conclusion, Alexia. Tu as sélectionné un certain nombre d'idées bonus. Alors, bien sûr, la première idée bonus que je suggère à tous, c'est d'acheter le livre d'Alexia de Bernardi, Moteur d'engagement. Une vraie mine. Et ce qui est génial avec ce bouquin, c'est qu'on peut le lire d'une traite, mais on peut aussi l'avoir en livre de chevet ou sur son bureau, et puis régulièrement s'y replonger dedans, prendre une bonne idée, l'expérimenter, et comme tu dis très bien, Alexia, trouver les bonnes pratiques qui vous conviennent le mieux en tant que directeur commercial ou en tant que manager. Deuxième suggestion pour aller plus loin, bien sûr, toutes les ressources d'Alexia. Vous avez là son profil LinkedIn. Vous avez la page LinkedIn qui fait vivre toutes les recommandations de moteur d'engagement. Et puis, vous avez tous les outils interactifs et les news et l'offre de ton entreprise, la WeBox. On a également deux bouquins qui sont des best-sellers de management, les 5 dysfonctionnements d'une équipe qui est racontée sous la forme d'une fable pour les dirigeants, de Patrick Lencioni. Un autre best-seller encore plus ancien, c'est le Manager Minute, la première édition date de 1985, la dernière édition, le nouveau Manager Minute, qui date de 2015, de Canet Blanchard, qui parle finalement de la capacité du manager à coller à l'actualité, à coller aux envies, aux désirs, aux problèmes, aux difficultés rencontrées de ses collaborateurs, très différent du micromanagement. C'est vraiment un ouvrage passionnant à lire ou à relire. Et puis quelques TED Talks, un TED Talk extraordinaire que j'adore de Stéphanie Shirley. Alors Stéphanie Shirley, c'est vraiment une pionnière. Elle a fondé en 1962 une entreprise exclusivement de femmes de la technologie pour qu'elles puissent travailler à distance. Donc en 1962, elle a créé une entreprise révolutionnaire pour aider les femmes de la technologie à travailler de chez elles avec leurs contraintes. Regardez son TED Talk qui date de 2015, Pourquoi les femmes ambitieuses ont-elles la tête plate? Le titre n'est pas très aligné avec son talk, mais un talk extraordinaire. Et puis un deuxième TED Talk, lui du cofondateur de WordPress, Matt Mullenweg, qui a donc co-créé une entreprise qui travaille dans 67 pays, donc une organisation distribuée. Un très beau talk d'une quinzaine de minutes. Et puis, pour aller plus loin la semaine prochaine, on vous invite au webinaire, au masterclass de l'excellence commerciale. On va accueillir Olivier Basse, qui est VP d'Avas Communication, qui a écrit 2 bouquins récemment. Le premier qu'on aura l'occasion de commenter la semaine prochaine, L'envie, une stratégie. Et puis un deuxième bouquin qui s'appelle, alors je vais
montrer, qui s'appelle hashtag like ton job, qui est également un super bouquin. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire jeudi 18 juin à 11h30 pour la prochaine masterclass de l'excellence commerciale. Voilà, ceux qui sont pressés, qui ont un agenda serré, on vous remercie de votre fidélité et on va pouvoir maintenant passer aux questions-réponses avec Alexia, si tu as encore quelques minutes à nous consacrer. Avec plaisir, au contraire. Alors, pour les métiers de vos rêves, on a des archéologues, des médecins sans frontières, des consultants, des égyptologues, des militaires, commerciaux. Ça c'est génial, les gens qui avaient la vocation dès le plus jeune âge. On a des menuisiers, on a des pilotes automobiles, on a des inspecteurs de police, on a des généticiens, on a des comédiennes et des footballeuses, qui sont devenus banquiers. On a une majorette, et on a des guitaristes. C'est intéressant parce que cet icebreaker, si vous le faites en équipe, c'est hyper sympa parce que ça permet vraiment ensuite de créer de la relation. Nous, ça nous arrive même de le faire avec des clients parfois et ça leur fait du bien. Alors, on a une première question. Mesurer l'engagement, est-ce utile? Alors ça, c'est une très bonne question parce qu'on a de plus en plus d'outils. On est en train, sur Incentive, on est en train de développer aussi ces fonctionnalités. On a de plus en plus d'outils qui arrivent, qui nous sont proposés pour mesurer le niveau d'engagement des collaborateurs. Alors, on n'en a pas parlé, on a parlé de moyens très concrets, très pragmatiques, et c'est vraiment l'objectif des masterclass de l'excellence commerciale, de donner des conseils qui puissent être mis en œuvre dès le lendemain. Mais est-ce que ça sert de mesurer l'engagement, Alexia? Alors moi, je suis très partagée et merci beaucoup pour cette question. Je suis très partagée sur le sujet. D'ailleurs, nous, on le fait pas parce qu'en fait, souvent, on a des clients qui nous ont dit, voilà, j'ai fait une étude d'engagement. En fait, il y a des questions qui sont très conceptuelles et surtout, les résultats sont très conceptuels et je ne sais pas quoi en faire. Donc, c'est souvent le retour qu'on a. C'est pour ça que nous, on a bâti autour de nos 12 leviers notre propre questionnaire qui ne mesure pas du tout l'engagement, mais qui mesure ses leviers. Parce que du coup, face à chaque levier, si on sait qu'on est moins bon qu'ailleurs qu'en droit à l'erreur et en culture de l'action, eh bien, on sait comment acclencher les actions. Si on sait qu'on est très bon dans la quête de sens et de liberté, ben, on peut aller encore plus loin. Donc, ça a la vertu d'être vraiment orienté action plutôt qu'orienté, je ne sais pas moi, sociologie. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on est très partagé sur ces études. J'ai aussi des échos de managers qui sont là de ces études et qui cliquent vite fait n'importe où parce qu'ils savent que derrière, ça va être traqué et que s'ils ne répondent pas, ils vont avoir moins de bonus. Donc, oui, je suis très partagée sur ce point. Merci. Donc, oui ou non? En même temps, ce n'est pas mon expertise, donc je ne me prononcerai pas là-dessus. Nous, on ne le fait pas, voilà. D'accord. Non, mais ce qui est bien, c'est que du coup, ceux qui font des études sur l'engagement sont un peu perdus et après voient avec nous comment faire différemment. Donc, voilà. Ok, fair enough. Deuxième question, c'est quoi la sincérité dans une relation managériale? Alors ça, c'est… Est-ce Ouais. qu'il faut tout dire? Est-ce qu'il ne faut pas tout dire? C'est pas facile, surtout qu'en tant que directeur commercial, en tant que mob du COMEX, on a souvent accès à des informations privilégiées qui potentiellement vont avoir des impacts dans le futur sur des organisations, sur les modes de travail. Ça veut dire quoi être sincère quand on est un manager, quand on est un directeur commercial? Alors, merci pour cette question. C'est vrai que c'est un sujet sur lequel moi j'ai fait le choix d'aller interviewer des entreprises dites flat, libérées, holacratie, etc. Je ne suis pas non plus spécialiste et je recommande rien de spécial sur les entreprises libérées, mais je suis allée chercher auprès de ces entrepreneurs des bonnes pratiques qui fonctionnent sur ce sujet-là. Si on prend l'exemple de Gore-Tex, qui est une entreprise dite libérée, ils sont quand même 7000 collaborateurs, donc c'est pas des bisounours.
Donc, ce que je trouve intéressant, par exemple, récemment, j'ai interviewé une entreprise qui s'appelle Kios et qui est une société d'informatique qui a 20 ans d'existence. Et il y a 4-5 ans, ils étaient quasiment en faillite. Ils ont décidé d'adopter un management responsabilisant. Alors, ils ne disent pas libéré, mais plutôt flat. Enfin, voilà. Et typiquement, eux incarnent complètement la sincérité. Donc, c'est pour ça que je vais me permettre de répondre à la question en parlant de cet exemple. Ils ont fait 3 choses qui, pour moi, incarnent vraiment ce que c'est que la sincérité. D'abord, ils ont donné accès à l'information à tout le monde, tout le temps. Donc, ils ont structuré, bien sûr, cet accès à l'information pour que ce soit plus facile. Mais en tous les cas, une réunion ne sert plus à donner de l'information partielle. Le manager n'a plus pour rôle d'aller filtrer l'information. Chacun peut aller chercher toute l'information à tout moment, quel que soit son job. Ce qui pose d'ailleurs la question du rôle du manager, qui est vraiment là pour animer son équipe. Ça, c'est un premier exemple de sincérité. C'est je donne toute l'information. Deuxième chose, ils ont formé toutes leurs équipes à lire un bilan comptable, de façon à voir exactement qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort et comment j'impacte les comptes d'exploitation de l'entreprise avec mes décisions. Ça aussi, c'est de la transparence et c'est de la sincérité. On ne cache rien sur ce sujet-là. Et troisième point, ils ont formé tout le monde au feedback, ce qu'on appelle aussi la conversation courageuse. Et leur baseline, c'est tout peut être dit. Si tu as envie de dire quelque chose, tu peux le faire. Par exemple, si quelqu'un n'apporte pas de valeur à l'entreprise, eh bien, on peut en discuter. Ils ont été formés à ça. Et alors, eux, je trouve vraiment que c'est vraiment l'exemple même de la sincérité. Et ces bonnes pratiques n'ont pas forcément nécessité à être déployées dans toute une entreprise, mais pour un manager à l'échelle de son équipe, il peut former au budget, il peut former, donner l'information accessible et former au feedback son équipe. Ça, c'est une preuve de sincérité. D'accord. Oui. Et puis cette transparence, moi je me souviens d'une anecdote. J'étais à New York le 11 septembre 2001, tout près des tours. Et quelques mois après l'accident, la CIA avait décidé de rendre l'information au sein de la CIA beaucoup plus transparente, parce qu'il s'était aperçu que le cloisonner l'information, qui est nécessaire, hein, c'est de l'information très confidentielle, cloisonner l'information, finalement était contre-productif pour réagir rapidement dans des cas d'urgence comme celui du 11 septembre, et que la perte de confidentialité finalement était beaucoup moins impactante que les gains de productivité que la CIA gagnait en rendant l'information plus largement disponible pour tout le monde. Donc, oui, on l'a vu beaucoup aussi. Ouais. Effectivement, ça me fait penser, pendant le confinement aussi, j'ai eu pas mal de témoignages de tous les services publics, entre les hôpitaux, les instituteurs, etc. Il y a eu des situations d'urgence dans les villes et qui rejoignent exactement ton exemple, où finalement, ils ont souvent, dans les communes, décidé de donner toute l'information à tout le monde parce que tout changeait tous les jours. Et maintenant que cette crise est en train de se calmer, ils se posent la question, finalement, quel va être leur fonctionnement normal? Est-ce qu'ils continuent à être dans ce fonctionnement d'urgence et à partager l'info ou pas? Ça, c'est des vraies questions de fond et d'organisation. Alors, j'ai une autre question très intéressante. Je te la lis, elle est un peu longue. L'interaction passe beaucoup par la communication, et aujourd'hui, notre manière de communiquer est fortement impactée par le stress et la pression sur les managers. Comment diminuer le stress et la pression pour pouvoir prendre le temps de communiquer? Alors, le graphe radar de notre méthodologie en 12 leviers, qu'on a pu le voir tout à l'heure, on est passé un peu rapidement dessus, mais effectivement, il y a un des 12 leviers qui est prendre soin de soi. On en a parlé, effectivement, puisqu'on se dit, en fait, on a besoin d'abord d'être bien soi-même avant d'aller vers les autres. Donc, c'est exactement cette question. Si on est stressé, on ne peut pas aller communiquer. Donc, dans le bouquin, donc, comme c'est un des 12 leviers, il y a un chapitre dédié à toutes les bonnes pratiques que m'ont remonté les personnes que j'ai interviewées, comment est-ce qu'ils gèrent leur stress. Alors, il y en a qui... Ça passe par plein de choses. Hein. Il y en a qui me disent j'ai toujours un plaid au bureau parce que c'est douillet. D'autres, j'ai toujours je vais me cacher aux toilettes pour faire de la méditation ou faire une micro-sieste. J'apporte des graines plutôt que de manger du chocolat. Enfin, bon, il y a vraiment énormément de choses. Il y a du coaching, etc. Peut-être partager sur moi ce qui m'a aidé. En tous les cas, je trouve que être vraiment coaché par quelqu'un de vraiment
Bon, c'est vraiment le métier depuis longtemps. Ça permet quand même d'aller sortir parfois les freins, les blocages, les questionnements, au-delà des petites astuces qu'on peut trouver. Moi, je trouve que quand on tombe sur un vrai coach, c'est très aidant. Bon, après, il y a énormément de choses. Il y a aussi se poser la question, voilà, savoir dire non, c'est-à-dire limiter la charge, en fait, et avoir un vrai sujet avec son N+1. Moi, quelque chose auquel je suis très attentive, puisqu'on est une société digitale, ça va très vite. Tous les jours, je regarde ma liste de tâches et je me dis, voilà, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est urgent. Ça, c'est OK, ça me fait plaisir, mais j'ai pas le temps, je le fais pas, quoi. Enfin, voilà. Donc, c'est une espèce de routine, une hygiène de vie quotidienne, en fait, pour prendre soin de ça, mais c'est indispensable. Sinon, sur le long terme, on tient pas et tout le reste, ça a un impact sur les équipes. Donc, prendre soin de soi pour limiter la charge. J'ai une autre question tout à fait dans la continuité de cette première. Nous avons constaté une augmentation de la fréquence des rituels managériaux, collectifs et individuels, pendant le confinement. Comment trouver un équilibre entre cette augmentation de la fréquence des rituels et l'augmentation de la charge pour les managers? Alors, tout à l'heure, on parlait d'être formé au feedback. Pour moi, c'est exactement un exemple où le manager peut aller chercher du feedback sur le fonctionnement d'une équipe. Il y a même des managers qui mettent en place une sorte de contrat relationnel en disant, bah, à ton avis, dans notre fonctionnement, comment ce serait bien qu'on soit en relation? On fait un point chaque semaine, on se voit en one-to-one à telle fréquence. Les mails, c'est pas plus de temps par jour. Si je réponds pas à un mail, c'est pas que je l'ai pas lu, mais que tatata. Donc il y a des managers qui listent, donc ils font une réunion pour cela, mais qui listent le fonctionnement de l'équipe et les rituels. Et quand on est formé au feedback, mais pour moi c'est vraiment la clé, c'est la best practice parmi toutes les bonnes pratiques, on peut être formé à pouvoir exprimer ça en disant je trouve que grâce au confinement, on a mis en place plein de choses, c'est intéressant. Par contre, moi, j'ai du mal à concilier ces rituels par rapport à la charge. Après, il faut se méfier parce que parfois, des rituels, on a tendance à repousser des rituels de convivialité parce qu'on trouve que c'est inutile. Et en fait, il faut quand même en conserver parce que ça permet de maintenir cette relation. Et il faut savoir aussi consacrer vraiment du temps. Il vaut mieux en faire peu, mais le faire vraiment. Voilà. Donc moi, ma suggestion là-dessus, c'est vraiment d'exprimer son feedback. Alors parfois, on me demande, la question subsidiaire, c'est quand le manager n'écoute pas. Donc là, moi, je me dis, faut changer de boîte. Mais ça, c'est un autre sujet. Parce qu'on peut effectivement, dans quelle mesure on arrive à changer son N+1, on peut à son échelle faire bouger pas mal de choses, on peut éduquer son manager, on peut lui offrir le livre, on peut l'inciter à aller sur la WeBox, mais il y a un moment, voilà. Alors, j'ai un auditeur qui pose la question, qui doit sans doute être dans la position d'un manager qui est managé par son directeur commercial ou peut-être d'un commercial. Ne devrait-on pas commencer par former les managers au feedback et autres pratiques permettant d'activer les leviers dont vous parlez? Oui. Alors, effectivement, le livre, encore une fois, est très bottom-up, il s'adresse à tout le monde. Et en fait, quand j'ai créé la WeBox, qui est la version digitale, on s'est rendu compte que, en fait, c'est ce que les gens nous disaient, mais moi, j'applique toutes les pratiques du bouquin, mais si mon chef me dit pas bonjour, qu'est-ce que je fais? Donc, c'est pour ça qu'avec la WeBox, les outils qu'on met en place sont plus vraiment pour les managers. Par contre, c'est vrai qu'au niveau d'un COMEX de 10 personnes, là, pour le coup, je pense qu'il n'y a rien de vaut le coaching d'équipe. Il y a un moment, c'est vraiment ça. Il faut rentrer dans les relations interpersonnelles et aller plus loin. Je pense qu'avec ce qui n'est pas mon métier, hein, sans doute avec un coach d'équipe. Mais c'est exactement ça. Vous avez tout compris. Mais sur ces bonnes paroles, Alexia, il me reste à te remercier énormément d'être venue animer notre masterclass d'aujourd'hui. C'était un plaisir. Je retiens deux éléments clés. Le premier, c'est bien sûr se former, se reformer, se reformer au feedback et au feedback positif. Et puis le deuxième conseil très pragmatique, très utile dans ces réunions à distance, c'est commencer ces réunions par des icebreakers. Plein de solutions, plein de trucs et astuces dans le bouquin. Alors ça, c'est l'édition précédente parce que je l'avais acheté. C'est pareil, ça marche aussi. Voilà, super. Alors ça, c'est la nouvelle version en doré, enfin en violet, qui est beaucoup plus sympa, mais le contenu est le même. Un immense merci, Alexia. N'hésitez pas à aller voir toutes les ressources de la WeBox et de moteur d'engagement d'Alexia ou le profil LinkedIn d'Alexia.
Un immense merci. Et puis, je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour entendre Olivier Baz, VP d'Avas Communication, nous commenter la sortie de son bouquin L'Envie, moteur de performance collective, un autre sujet passionnant. Merci à tous de votre fidélité et à très bientôt. Je vous souhaite Merci Roland, merci à toute l'équipe Incentive et à bientôt, j'étais ravie. Merci Alexia, à bientôt. Au revoir.